crois que pour les échanges dans la sous-région, les échanges commerciaux dans la sous-région, le CNCB a apporté beaucoup. C'est ça le cas de tous les conseils des chargeurs d'ailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Madjidi Marcos, d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Vous êtes le DPSI, le directeur de la prospective et des services informatiques. Des systèmes d'information. Des systèmes d'information, voilà, du Conseil national des chargeurs du Bénin. Et désormais, vous avez dit, c'est le CNCB et non la CNCB. Merci à vous. Merci. Vous passez un excellent mercredi. Oui, je le savais, mais non, pas tout le monde. Allez, il est déjà 7 heures, c'est l'heure du bulletin. Aujourd'hui, c'est Christelle Tongodo qui nous le présente. C'est tout de suite et c'est maintenant. Il est déjà 7 heures par ici, 7 heures, vous le savez, c'est l'heure donc du bulletin d'information, le condensé de l'actualité. Une présentation ce jour de Christelle Tongodo. Bonjour. Bonjour Ricardo, comment vous allez? Je vais bien, vous avez un beau sourire. Merci, vous également. Bonjour Serge. Bonjour Christelle. Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. La Ligue de la jeunesse progressiste était en assemblée générale, c'était ce week-end. Cette rencontre qui intervient quelques jours après le congrès des progressistes a pour but d'installer ce mouvement dans les 8 communes que compte le département de l'Atlantique. Une jeunesse de type nouveau au sein de l'Union progressiste. Ils l'ont longtemps souhaité et c'est désormais effectif. La Ligue de la jeunesse progressiste réunit toutes les forces juvéniles. Sa mission, dynamiser et rendre plus visible le bloc progressiste. À près de 60% de la population, les jeunes restent frappés par le chômage. Ces jeunes qui se heurtent à des problèmes d'accès à l'éducation, à l'emploi et à la santé, doivent désormais faire un choix. Celui de s'exprimer sans limite, de prendre clairement position dans les réflexions stratégiques et les choix de politique qui impactent leur vie. Telle est la raison fondamentale de la naissance de la Ligue, dont les activités sont même antérieures à la naissance du parti Union progressiste. Les représentants des 8 communes de l'Atlantique ont répondu à l'appel de ce mouvement de jeunes qui veut à tout prix lutter pour se hisser sur l'échiquier politique. Quel que soit ce qui va se passer, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir partir très loin. Les échéances approchent. C'est normal que les gens veuillent vouloir montrer ce dont ils sont capables. Mais c'est l'union qui fait la force. Je voudrais que tout un chacun de nous l'inculque en son fort intérieur que ce n'est qu'ensemble que nous allons traverser tout et pouvoir vaincre pour les prochaines élections, pour avoir de grandes victoires. Nous pouvons réussir ce défi qui nous est lancé que par notre disposition d'abord à écouter, à rassurer les uns et les autres. Et pour jouer cette partition, je dois commencer par nous demander, nous qui sommes ici, ne méprisons pas nos amis qui, après avoir constaté l'institutionnalisation de notre Ligue, ont aussi des idées, certainement pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. Les artistes sont engagés contre vents et marées pour soutenir le président de la République. 11 décembre 1990, 11 décembre 2018, hier, la Constitution du Bénin a eu 28 ans, occasion de s'interroger sur ses insuffisances et le lien que les citoyens entretiennent avec ce texte fondateur de la démocratie du pays. Voici quelques avis de juristes constitutionnalistes qui se sont prêtés aux questions de James William Baguedi. Alors, la constitution béninoise du 11 décembre 1990 a permis au Bénin de faire un bond sur le plan de la démocratie, un bond sur le plan de la protection des droits de l'homme, un bond sur le plan du modèle institutionnel, le système constitutionnel mis en œuvre depuis 1990. Nous avons eu des élections sans de contestation majeure et
Et ça a permis d'avoir des élections à bonne date ou des élections régulières. Nous avons également en 28 ans eu le fonctionnement régulier des institutions. De manière consensuelle, on retient quand même qu'il est nécessaire d'apporter quelques aménagements à la Constitution, notamment au regard des engagements que, entre-temps, le Bénin a eu à prendre au niveau donc de l'UEMOA en ce qui concerne la Cour des comptes. Les tentatives formelles de révision n'ont pas abouti. Mais il faut dire que, d'abord, je dirais, la Constitution, certes, elle est vierge, mais elle a été touchée, elle a été caressée. Et au niveau de la doctrine, on dit que le juge constitutionnel, lui, révise la Constitution en tout bout de champ. Mais la révision du point de vue formel, on n'a pas vu cela parce qu'il y a un attachement particulier du peuple béninois à sa Constitution. Et Kérékou a tenté, on a dit, c'est pour revenir au pouvoir. Yaïboni a tenté, on a dit, c'est pour revenir au pouvoir. Quand Talon a tenté, on a dit, c'est pour conforter son pouvoir. Aujourd'hui, il n'est pratiquement pas disponible de retrouver la Constitution dans toutes les langues du Bénin. Or, en application de l'article 40, on devrait veiller à ce que toutes nos langues du Bénin puissent avoir sa copie de la Constitution, ce qui permettrait à chaque citoyen de l'approprier. Quels sont les efforts que nous faisons donc dans l'éducation citoyenne pour aider les citoyens à mieux connaître la Constitution? C'est sur ça que nous trouvons qu'il y a quand même beaucoup à faire. Nous pouvons dire que la Constitution de 90 est quand même sur la voie que les initiateurs ou les créateurs lui ont tracée. L'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin a ouvert son premier salon, un rendez-vous des professionnels de l'aménagement du territoire et du cadre de vie qui marque le 35e anniversaire de leur organisation fêtière. Awa Chérif. Exposition de matériaux de construction, accessoires d'architecture et de maquettes à ce premier salon de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. Un salon qui marque les 35 ans d'existence, 35 ans de maturité de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. Ce salon permettra non seulement de faire des affaires avec les différents partenaires ici présents, mais également de bénéficier gratuitement de la part des architectes et des urbanistes des conseils avisés avec tous ceux qui ont des projets de construction, des problèmes de permis de construire, mais également de voir les talents dont regorgent les architectes et les urbanistes du Bénin au travers des projets qu'ils ont conçus. Alors, ce salon tel qu'il est organisé, c'est non seulement le salon de tous les prestataires, de tous ceux qui interviennent dans le BTP, mais également le salon de tous les techniciens, de tous les sachants qui interviennent dans le domaine de la construction et du cadre de vie. Pour célébrer ces 35 années de parcours, aux côtés de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, le ministre du cadre de vie. Bon. Une occasion pour l'autorité de visiter les stands de ce premier salon Archi Innove. Ce que je voudrais souhaiter aujourd'hui à l'Ordre des architectes et des urbanistes du Bénin, de prendre réellement sa part et sa place sur le terrain, sur le chantier du cadre de vie, puisqu'ils sont les professionnels du cadre bâti. Par rapport à tous ces défis, les membres de l'Ordre des architectes et des urbanistes du Bénin soient à la hauteur des attentes légitimes de nos populations, puisque nous sommes, au-delà de nos professions, des acteurs d'utilité publique. Un salon Archi Innove, une première au Bénin, donne l'occasion à tous les participants de trouver réponse à toute question dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme au Bénin. Quel est le nouveau règlement et le cadre institutionnel des allocations universitaires? Une campagne de vulgarisation a été lancée ce lundi. Voyons le reportage de Jérôme Oubor et de Évariste
Zomaon. Ces nouveaux textes sont identifiés dans le décret numéro 2017-155 du 10 mars 2017 portant critères d'attribution des allocations d'études universitaires. Les textes fixant les quotas d'allocation sont des textes publics que tout le monde peut voir. Eh bien, vous pouvez lire dans ces textes que certaines facultés ont jusqu'à, croyez-moi, en matière donc de secours universitaire, plus de 2000, je dis, par faculté je parle, je ne dis pas par université, plus de 2000 allocations universitaires. Les bourses même, je dis les bourses, il y a par faculté plus que 200 bourses. Eh bien, c'est pour vous dire que les conditions sont maintenant meilleures. Le gouvernement planifie les dépenses. Avant, on pouvait donner les bourses, on ne savait pas à quelle proportion on les donnait. Aujourd'hui, parce qu'on connaît le budget qui est alloué à cela, on peut fractionner ces budgets en autant de bourses et d'aides universitaires que cela le permet. La campagne de vulgarisation telle qu'elle va se dérouler vous permettra de rentrer dans les détails des avantages des nouveaux textes, mais en même temps vous permettra de dire encore mieux vos attentes, parce que c'est dans un climat d'échange que cela se déroulera. Et c'est fort de cet espoir que je déclare, au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ouverte la campagne de vulgarisation des textes portant attribution des bourses et secours universitaires. Aujourd'hui, l'initiative est dans sa phase de mise en œuvre, dans son effectivité, dans sa réalité, et je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui ont contribué à son effectivité ce soir. Les recteurs des universités nationales du Bénin félicitent le ministère, Madame la ministre et les autorités du ministère qui travaillent inlassablement pour communiquer et mettre à la disposition des acteurs les vraies informations. Et puis retenez que Vlisco célèbre la créativité des talents de la mode béninoise. C'est à travers un concours dénommé Vlisco Fashion Fundé et c'est un concours mondial créé pour soutenir les jeunes créateurs de mode émergents d'Afrique et de leur fournir un tremplin pour lancer leurs entreprises. Au Bénin, 3 ont été retenus pour la finale. Rebecca Kendiaoune. J'ai toujours voulu intégrer la base de données des stylistes John Walden. Donc, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Du rêve à la réalité pour Lionel Guézoudjé. À 27 ans, il vient de faire son entrée dans le cercle des meilleurs stylistes du Bénin. Une consécration survenue à la faveur du concours dénommé Vlisco Fashion Fund. Un concept mis en place par Vlisco pour révéler le talent de jeunes créateurs de mode. Vlisco Fashion Fund, comme le fonds Vlisco pour la mode, dont l'idée c'est de permettre à des jeunes talents dans le secteur de la mode de vivre de leur talent et de devenir professionnels. C'était 59 créateurs qui sont venus, donc il a fallu éliminer tout ça jusqu'à tomber sur 15. Donc c'est 15 créateurs qui ont été interviewés. Ils ont présenté les modèles sur photo et tout. Et on a fait l'interview pour savoir leur formation, leur expérience professionnelle et comment ils sont revenus à la mode, quelles sont leurs sources d'inspiration et autres et tout. Donc on a fait les interviews et on a évalué la capacité de chacun. Lionel Guézoudjé a su réunir ses critères à travers sa collection La Monarque contemporaine de son label by Francel. Il a séduit le jury et conquis le cœur du public. Il remporte un chèque de 3 300 000 francs CFA et une formation de 2 semaines aux Pays-Bas. Je suis super content. Et déjà, je remercie mes parents pour m'avoir toujours soutenu dans le choix de ma carrière. Voilà. À part ça, je remercie Vlisco pour ce prix. Je voudrais féliciter Vlisco parce qu'ils ont mis les créateurs béninois à la lumière. Il y a énormément de créativité dans ce pays
Et cette soirée a vraiment mis en lumière sur ces créations. Vlisco Fashion Fund, c'est aussi une soirée riche en couleurs et pleine de challenges. De jeunes stylistes pour un concept. Project Runway. L'idée, la voici. Coudre une tenue en live et habiller un mannequin en 2 heures de temps. Challenge relevé au mieux par Nasrine, avec une création saluée par le public. Et quand des matières et couleurs s'imposent et mettent en valeur des tissus d'une dernière collection à travers la haute couture, l'élégance, portée avec du charme, s'invite sur un podium lumineux. Cela porte forcément la griffe de Pépita D que Vlisco inspire si bien. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Cinq sur 7 matin, la randonnée matinale se poursuit. Nous entamons déjà la 2e heure. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, le forum de discussion. On va parler de transport maritime et portuaire. Quel apport à l'économie nationale? On va pouvoir en discuter tout à l'heure avec nos débatteurs qui nous viennent de différents horizons, mais qui sont tous dans le secteur maritime et portuaire. Mais avant, allons-y voir ce que les journaux nous offrent à lire en ce mercredi 12 décembre 2018. On démarre avec le quotidien, le quotidien de service public, bien sûr, La Nation. La Nation qui parle du fruit de la coopération avec la Norvège. Le Bénin est admis, nous apprend le journal, au programme Pétrole pour le développement. Emploi dans les organisations internationales, des stratégies pour la promotion des cadres béninois, nous dit aujourd'hui le journal. Contre le paludisme, Patrice Talon, toujours contre le populisme, pardon, Patrice Talon, toujours égal à lui-même. Vous pourrez retrouver dans les colonnes de La Nation le communiqué de la présidence de la République. Préparatifs des législatives 2019, la Cour constitutionnelle échange avec les institutions impliquées. Et puis, il y a cette interview de Wilfried Adjovi, représentant de la SECNA près le Bénin. La navigation aérienne, dit-il, est entièrement sécurisée dans notre pays. On passe à un autre journal, Le Matin. Le Matin nous dit qu'après l'opération réussie de reprofilage de sa dette, le FMI accorde 22 millions de dollars US au Bénin. Et pour les législatives 2019, la Cour échange avec les structures impliquées dans l'organisation de ces échéances électorales.
L'autre vision à présent nous parle de la pertinence des réformes économiques au Bénin. Talon décroche un nouvel appui de 22 millions de dollars du FMI. L'opération de reprofilage de la dette fait remonter le capital de confiance du Bénin. Et à propos de l'étude du projet de loi des finances 2019 à l'Assemblée nationale, les députés, rapportent l'autre vision, sont satisfaits de l'exposé de Wadaï et des mesures sociales. Octroi des allocations universitaires, les étudiants sont désormais informés des nouvelles conditions. Bénin Intelligent nous parle de sensibilisation au VIH-Sida, l'OCJ et l'ONU-Sida pour des jeunes plutôt sains. Et dans le cadre de la mise en œuvre du PAG, surtout dans le secteur des sports, l'OBSU donne de l'espoir aux jeunes béninois. Le journal vous fait le portrait aujourd'hui de Naboufal, l'oreille, selon le journal des Premières Dames. Le Béninois libéré, congrès du deuxième bloc de l'opposition, c'est le vendredi 22 décembre prochain au Palais des Sports. Démonstration, l'entrée sera payante. Paracourt est déjà payé plus de 10 000 tickets d'entrée, informe aujourd'hui le Béninois libéré. Et quelques jours après le succès du congrès des Républicains, les remerciements du président ABT aux militants. Et puis il y a cette célébration de la semaine du CLCB, les activités démythifiées aux chargeurs. Le potentiel à présent, le potentiel parle aujourd'hui du renouvellement du programme FEC 2019. Le FMI accorde 22 milliards au Bénin. Les réformes du gouvernement sont crédibilisées. Et puis, poster géant à l'effigie du chef de l'État au niveau des grands carrefours de Cotonou. Le président Talon s'offusque et exige leur retrait. Vous allez retrouver dans le journal le communiqué de la présidence de la République qui, selon le journal, maintient son basta au populisme ainsi qu'au culte de la personnalité. La presse du jour, elle parle aujourd'hui de la situation des droits de l'homme en 2018 et rapporte les révélations de Amnesty International. Bureau exécutif national de l'ADUD, les 39 lieutenants de Houdé, vous allez découvrir leur nom dans la parution de la presse du jour de ce mercredi. L'économiste pour boucler, promotion de la bourse, 10 nouvelles PME intègrent Elite BRVM Longe. Opération financière dans l'UMOA, les principaux taux directeurs de la BCEAO restent inchangés, nous apprend aujourd'hui l'économiste. Et voilà, ça va être tout pour la revue des titres des quotidiens qui sont parus pour le compte de ce mercredi 12 décembre 2018. On marque une courte pause, le temps d'installer nos collègues pour le forum de discussion. Jeune fille, un seul rapport sexuel suffit pour être enceinte, pour être infectée par une IST ou par le VIH-Sida. Moi, je me protège. Et toi ? Non, ne fais pas ça. Mais ils sont pas amoureux? Non, ma puce. L'amour est un piège. Alors, j'espère qu'on se reverra. Je sais que j'ai déconné. Enfin. Je vais me rattraper. Donne-moi une dernière chance. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Chérie, j'ai pas de point négatif. Je t'en prie. Dis-moi que t'en as un. Y a pas de risque. Et toi? Pas de risque, moi non plus. Je fais mon test tous les 3 mois.
c'est moi, minatron, wa, titengbero. Et bah, vinu peno gono beneto oton, soro tenumi, walo dagbe, et miluna zan, bon beneto mitra, et nous ko gandie, joa momiton, et yesoufan, bo doji gandi la ekma e fin la meno dagbe yo, ndudu abinu sisof, note teme, et do, o khade le gesi do tobito me fie. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission c'est 5 sur 7 matin, tous les matins par ici. Nous sommes en votre compagnie, ceci jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et vous le savez, mercredi par ici, nos signaux sont à l'économie et aux finances. Aujourd'hui, nous mettons justement un accent particulier sur le secteur maritime, le secteur portuaire. Nous allons pouvoir retourner justement ce sujet dans tous les sens dans le forum de discussion avec nos invités. Une question au cœur donc du débat aujourd'hui. Que faire pour rendre le port autonome de Cotonou plus compétitif? Que faire pour rendre le port autonome de Cotonou plus compétitif? Vous pouvez participer à ce débat en répondant justement à cette question via nos divers canaux de communication. C'est Facebook, c'est Twitter, mais c'est également WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Alors, quelle est l'importance du secteur maritime et portuaire dans l'économie et le développement d'un pays comme le Bénin? Quels sont les freins justement pour l'efficacité du port autonome de Cotonou, des obstacles à lever justement pour pouvoir justement rendre le port autonome de Cotonou plus efficace? Alors, je dirais, le transport portuaire et maritime, qu'est-ce que justement ce transport apporte réellement à l'économie de notre pays? Autant de questions qui sont au cœur donc de ce forum de discussion, forum dans lequel nous recevons Monsieur Clément Godonou. Vous êtes le directeur général de Roro Terminal Bénin. Bonjour Monsieur Godonou. Bonjour Monsieur Ricardo Péco. Voilà, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi. À vos côtés, Rabiou Garba, vous êtes transporteur, vous êtes le secrétaire général du syndicat, le Centra INAB. C'est bien cela, bonjour. Bonjour, monsieur Ricardo. Juste en face, pour pouvoir faire le débat, Martial Guidigan, merci de rester avec nous. À nouveau, bonjour. C'est un plaisir. Et puis, juste à vos côtés, un professeur, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, monsieur Médecin Lioussou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, merci d'accepter notre sollicitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à chacun, merci à tous d'être là. Peut-être qu'on commencerait simplement par demander à monsieur Clément Godonou, vous qui êtes en plein au port, dites-nous, comment est-ce qu'il se porte selon vous, tout le secteur? Enfin. Bon, le secteur maritime et portuaire se porte toujours bien dans le monde. Toujours. Toujours bien dans le monde. D'accord. Maintenant, ça se porte sur le plan local, selon les paramètres, selon les éléments endogènes et les éléments, les facteurs régionaux. Donc, sur ce plan-là, je vous dirais que le port de Cotonou se porte relativement bien. Et quels sont les paramètres justement sur lesquels vous vous appuyez pour le dire? Bon, évidemment, tout dépend d'abord de l'environnement économique de la région. Je vous donne un exemple très simple. La santé d'un port, ce n'est pas seulement l'import, il y a aussi l'export. Si par exemple une région en termes d'export n'est pas engraissée, ce port-là ne serait pas un port compétitif parce que ce n'est pas rentable pour un amateur de venir dans une zone juste pour décharger et de repartir avec son navire vide. Donc voilà un facteur. Un autre facteur, par exemple, la tranquillité dans la zone, la sécurité dans la zone, c'est un facteur. Un amateur n'envoie pas son navire dans une région où il y a par exemple l'insécurité, les actes de piraterie, les actes de banditisme. Donc c'est pourquoi je dis, sur le plan mondial, ça va. Maintenant, sur le plan local, ça dépend des paramètres de la région, des paramètres du milieu aussi. Alors, pour l'enseignant, chercheur, spécialiste de ces questions, tout va bien? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez qu'en termes
de science, il faut toujours se baser sur des critères pour évaluer. Donc, comme il vient de le dire, le transport maritime et portuaire se porte bien. Et qui parle de transport maritime et portuaire parle en fait des échanges internationaux. Et donc, au niveau mondial, on constate quand même une contribution substantielle de la logistique à l'économie mondiale. Parce que vous savez que plus de 80% des échanges se font par la mer. Et du coup, en termes de transport, le maritime et le portuaire occupent quand même une place prépondérante. Maintenant, au niveau local, il y a toujours cette affaire de compétitivité et de compétition qui mérite d'être attentionnée. Et donc, suivant les critères, on pourrait dire tel port va mieux que tel autre. Et donc, le port de Cotonou, il a ses réalités qui ne sont pas celles du port de Lomé ou du port d'Abidjan ou du port de Dakar. Et il vient de le dire, un port vit effectivement de son import, mais également de son exportation. Et c'est là que parler de port sans parler de son arrière-pays est extrêmement dangereux. Parce qu'un port peut, sans avoir une exportation nationale importante, avoir quand même un réseau important vers son arrière-pays qui lui permettent d'élever son niveau d'exportation. Et malheureusement, on a tendance à se calquer sur les réalités nationales du pays qui abrite ce port, alors que c'est une grave erreur. Parce que les corridors sont là et l'économie des corridors sont là pour effectivement aider ce port-là à innerver tout un territoire et à lui permettre de corriger ce qu'il y a à corriger. Et donc, je ne vais pas me prononcer sur si le port de Cotonou va bien ou pas. Ce que je voudrais dire, c'est que dans le système portuaire ouest-africain, le port de Cotonou a sa place et doit l'améliorer. Ce qui est sûr, il n'est pas le meilleur de la sous-région, mais il a ses côtés où ce port-là est quand même très bien positionné. Donc, il faut l'évaluer sur un certain nombre de critères. Voilà, merci. D'accord. Alors, pour le chargeur, qu'est-ce qu'on dirait, le chargeur, les transporteurs? Merci, cher journaliste. Merci ces experts qui ont intervenu. Je ne vais pas me détacher de leur raisonnement. Et parce qu'ils parlent de transport terrestre, que nous exerçons, parlent forcément du transport maritime. Parce que nous n'achetons pas des camions, ne serait-ce que pour les voir garés sur nos parkings. Nous les achetons, plus le port se porte bien, plus le transport terrestre se portera mieux. Parce que avoir aujourd'hui au Bénin, les unités de production au Bénin sont à compter à bout de doigts. Et l'unité principale de production est le port de Cotonou. Et c'est à ce port que nous tous nous rattachons. Et c'est à ce port que nous fondons espoir. C'est à ce port que nous faisons des projets de renouvellement de parking. Parce que ça ne sert absolument à rien d'aller vers une institution de finances, solliciter un prêt, acheter des camions et en 365 jours, ne pas pouvoir les tourner. Donc, c'est en cela que je rejoins mes prédécesseurs en disant le port de Cotonou se porte bien, mais on a le devoir de travailler pour que le port se porte mieux. Parce que dans la vie humaine, quand vous n'avez pas de concurrents, c'est comme si vous pensez que vous êtes au sommet. Meilleur, tout simplement. Alors, non. Ouais. Alors, non. Le port de Lomé, par exemple, que par moment, nous visitons, nous savons quel est le point fort au jour d'aujourd'hui et qu'est-ce que nous devons faire pour accéder à cela. Parce qu'ils ont travaillé.
ils ont travaillé, aujourd'hui, ils ont une eau plus profonde. Et ce qui permet aujourd'hui d'avoir plus de bateaux qui visitent de l'autre côté, parce qu'il y a des bateaux qui viennent parce qu'ils vont à Lomé, ne serait-ce que pour accorder un temps d'attente au lieu que ça veut dire c'est un port de transbordement. Alors que dans les années antérieures, les conteneurs qui venaient vers Cotonou, vers Lomé, passaient par l'Afrique du Sud. Alors au jour d'aujourd'hui, voilà un peu c'est un peu plus facile. Voilà. Alors, avant de venir à vous, Martial Guidigan, je voudrais revenir au directeur général de Roro Terminal. Il est clair que le transport maritime et portuaire sont d'une importance capitale dans l'économie et dans le développement d'un pays comme le Bénin. Oui. C'est bien cela. Tout à fait. Alors, sur la question du port autonome de Cotonou, puisque nous en parlons justement, quels sont les freins, les obstacles liés justement à son développement? Bon, avant d'aborder les freins liés au développement du port de Cotonou, parce que le port autonome de Cotonou est l'institution qui gère la plateforme portuaire. Avant de parler de ça, je voulais faire remarquer qu'à la suite de l'intervention du docteur Lioussou, que le port de Cotonou contribue, selon les statistiques du ministère des Finances, entre 80 à 85% à la recette douanière du Bénin. Et lorsqu'on voit par exemple les trafics qu'on manipule au port de Cotonou, nous avons environ 45% qui constituent le trafic transit. Et depuis 2014, le port de Cotonou est le premier port de transit dans la sous-région ouest-africaine. Ça, c'est des détails qu'il est important de faire ressortir. Aussi, il faut faire remarquer que depuis quelques années, jusqu'en 2015, le port de Cotonou avait pris quand même une certaine envergure en termes de transbordement de marchandises. Mais depuis 2015, cette facette des activités portuaires a commencé par avoir un déclin compte tenu de certains critères qu'on venait de citer, compte tenu des organisations qui ont été faites, des travaux qui ont été réalisés au niveau des ports voisins. Et Aladji Gaba venait de le dire, et le port de Lomé a ravi la vedette au port de Cotonou pour le transbordement, parce qu'il y a eu un terminal qui a été créé là, et les amateurs préfèrent faire ces opérations là-bas. Donc, le Cotonou a perdu un peu de ce côté-là. Et c'est de ce point que je veux rebondir sur votre question, parce que tout est lié. Je viens de dire que Cotonou a perdu. Cotonou a perdu pourquoi? Parce que c'est les infrastructures, les capacités d'accueil, la qualité des infrastructures qui déterminent certaines activités au niveau d'un port. On peut dire que l'importation d'une certaine marchandise est naturelle, parce que les gens ont besoin de manger. Donc on va importer le riz, on va importer la farine de blé, enfin, tout ce qui est par exemple céréales, on doit l'importer. Mais il y a des types de marchandises pour lesquelles le chargeur ou l'amateur choisit le port selon ses capacités d'accueil, selon ses infrastructures, selon la compétence, selon le coût. Donc, il y a tous ces éléments-là. Lorsqu'on entre dans ces détails-là aujourd'hui, on peut dire, et sachant que le port est un milieu dynamique, j'insiste dessus. Oui, dynamique. Oui, parce que rien n'est statique dans le port. Le maritime est dynamique. Au jour le jour, les choses changent. Hein? Et il y a quelques années, on avait les navires de 250 mètres. On disait qu'on était déjà au paradis, on était moderne. Aujourd'hui, à côté, les gens prennent des navires de 300 mètres. Le rêve du port de Cotonou, c'est de pouvoir prendre à l'échéance 2023 des navires de 340 mètres pour pouvoir continuer à relever l'enjeu d'adaptation, de modernisation.
Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que le port de Cotonou a ses atouts, mais ses faiblesses. Les faiblesses, c'est qu'il est entouré de ports qui ont des capacités d'accueil plus modernes, plus attractives pour les amateurs. Il y a des types de navires que malheureusement on ne peut pas recevoir aujourd'hui au niveau du port de Cotonou. Donc c'est que le port de Cotonou est limité dans la qualité des infrastructures, est limité dans comment je dirais-je, la qualité des infrastructures pour accueillir des navires véritablement de nouvelle génération, de grande taille, parce que c'est de ça il s'agit. L'amateur aujourd'hui est dans une logique d'économie d'échelle. Lui, il veut envoyer des navires pour maximiser son profit, mais pour le faire, il y a des limites dans la sous-région. Docteur Lioussou l'a dit, le port de Cotonou n'est pas le premier dans la sous-région, il n'est pas non plus le dernier. Il a sa place. Il a sa place, mais sa place peut être améliorée parce que c'est un port stratégique du point de vue géographique par rapport à sa position à côté du géant de l'Est. De toutes les façons, on va parler tout à l'heure de ces améliorations, parce que visiblement, c'est de ça qu'il est véritablement question. Comment est-ce qu'on adapte aujourd'hui tout ce qu'il y a comme nouveauté sur le plan technologique? Comment est-ce qu'on adapte? Comment est-ce que le port de Cotonou aussi s'adapte? Avant de revenir à vous, pour l'analyste que vous êtes et puis l'observateur, pour vous, quelles sont les analyses que vous faites du point de vue stratégique, si vous voulez? Martial Guidi. Le port de Cotonou n'est pas le premier ni le dernier. Et c'est ce que je viens d'entendre. Mais je pense qu'il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été faites au port de Cotonou. Et comme l'adage populaire le dit, très souvent, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Les statistiques données tout à l'heure par le DG me paraissaient un peu non actualisé, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se fonder sur ces statistiques-là. Il faut le dire, parce que si hier, le port de Cotonou avait sa place, disons, prépondérante, parce que pour le Benoît Landa, on vous dira, le port de Cotonou était hier devant le port de Lomé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le port de Lomé prenne l'avance sur le port de Cotonou? C'est parce que le travail qui se faisait n'est pas achevé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réglées au port de Cotonou, on le sait. Avant, le port de Cotonou n'était pas aussi assaini, sur le plan sécuritaire par exemple. Mais lorsque nous trouvons qu'il y a encore du boulot, je trouve qu'il faut continuer de travailler pour demeurer ou bien être compétitif. Lorsque nous prenons le bout de phrase du DG qui disait tout à l'heure que pour un port, ce n'est pas l'import seulement qui compte, il faut l'export aussi. Qu'est-ce que le Bénin fait pour être présent sur ce plan d'export? Parce que simplement, quand vous avez cité des critères tout à l'heure, et comment on appelle, pour maximiser ses profits, l'amateur ne viendra pas simplement déverser de la marchandise et repartir avec son truc vide. Il faut que nous travaillions à revoir un peu les produits que nous pouvons exporter afin que, au lieu de venir au port de Cotonou, je trouve que si je vais décharger des marchandises à Lomé, je peux repartir avec autre chose. Mais si je dois venir à Cotonou maintenant décharger simplement et repartir vide, ils préféreront toujours le port de Lomé. Et donc, que fait-on pour, disons, travailler sur ce plan d'eau profonde afin que le Bénin continue de garder sa place, le port de Cotonou continue de garder sa place dans l'ensemble des ports de la région? C'est ça mon problème. C'est justement la question à laquelle nous allons pouvoir répondre tout au long de ce débat. Rabiou Gaba, vous aviez une réaction à l'instant, juste après l'intervention du directeur général de Roro Terminal. Oui, vous avez vraiment fait le constat. Et le directeur a montré effectivement qu'il est dans son domaine. Et nous, qui sommes transporteurs, dont l'activité est liée au port, nous avons, dans son développement, j'ai compris effectivement que, il disait tantôt qu'il y a des denrées
s'il faut comparer le port de Lomé et le port de Cotonou, tout de suite je vous dirais que le port de Cotonou a ravi la vedette au port de Lomé sur l'importation des céréales. Aujourd'hui, depuis, je crois bien, depuis un mois par là, les navires conventionnels, c'est bien comme ça vous les appelez, bien sûr. se bousculent. Bien sûr. Les navires conventionnels ayant à bord du céréal, c'est-à-dire du riz, se bousculent là. Et si vous êtes des journalistes d'investigation, si vous allez vers Lomé, certes, vous allez voir sur la haute mer, vous allez voir assez de navires, mais spécifiquement pour les céréales et les produits vivriers en un mot, le Bénin a son mot à dire sérieusement. Et là, il faut vous dire, c'est en cela que nous devrions vraiment travailler en synergie pour faire fonctionner effectivement le port de Cotonou. Parce qu'il suffit seulement qu'un magnon se comporte mal, le port même reçoit un coup. Parlons justement de travail en synergie. Est-ce à dire, Rabiou Garba, que puisque vos activités sont directement liées d'une façon ou d'une autre, vous-même vous l'avez rappelé, au port autonome de Cotonou, est-ce que pour le moment, au niveau des transporteurs, ça va pour le mieux? Ça ne va pas pour le mieux, mais vous savez, le secteur transport, c'est un secteur qui, au jour d'aujourd'hui, est une porte ouverte. Tout le monde y va quand c'est bon et on sort quand ce n'est pas chaud là. C'est normal. Mais c'est là, je vous dis, un travail est en train d'être fait au niveau de l'ANAC, Agence nationale de transport terrestre, pour connaître réellement qui sont les transporteurs. D'accord. Et là, quand on va finir de faire ce travail, on connaîtra la liste exhaustive des transporteurs béninois. Et là, le port sera plus compétitif. D'accord. Et si aujourd'hui, au niveau du transport, ce qui amène plus d'argent, le directeur a dit tout à l'heure qu'au niveau du transit, le Bénin a véritablement son mot à dire. C'est parce que le transport au Bénin le prix du transport au Bénin est très abordable comparativement à Lomé et à Abidjan. Le prix du transit à Lomé est plus fort. Le prix du transit à Lomé est moins qu'à Cotonou. J'en veux pour preuve le conteneur. Une boîte d'huile, de riz et autres, les formalités se font ici au Bénin à partir de 650 000 le conteneur. Si vous allez à Lomé, ça tourne autour de 350 000 à 400. Mais vous devez vous poser la question de savoir pourquoi, bien que le transit soit moins cher à Lomé, pourquoi les gens continuent de venir ici? C'est là où je dis le transporteur contribue largement à la bonne marche du port de Cotonou. D'accord. Docteur Lioussou, très rapidement, avant de revenir à M. Godonou. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je crois que nous sommes dans la semaine du CNCB, la semaine du chargeur, et nous parlons un peu de la contribution du maritime et portuaire à l'économie béninoise. Et j'estime qu'il faudrait quand même soulever un certain nombre de choses de tout ce qui a été dit tout à l'heure. Monsieur Godonou a parlé de capacité d'accueil au port de Cotonou. Et c'est extrêmement important. Pardon, extrêmement important, et les analyses doivent être poussées pour voir en termes d'investissement par rapport à la rentabilité. Parce qu'il ne faut pas se lancer dans les investissements de modernisation juste pour faire comme les autres. Et c'est à cela d'ailleurs qu'on a commis un ouvrage, Moderniser les ports ouest africains en jeu de perspective, qui propose quand même des analyses assez pertinentes pour voir comment les autorités portuaires peuvent planifier leur investissement compte tenu de ce qu'ils envisagent de faire de leur port. Le transporteur, M. Garba, disait tout à l'heure que les céréales deviennent de plus en plus abondantes à Cotonou. Ça doit être un choix stratégique. C'est-à-dire un port doit pouvoir se donner une stratégie de différenciation. C'est-à-dire se spécialiser dans tel type de trafic, parce que
Malheureusement, on a tendance à tous parler conteneur, 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 sans voir un peu la rentabilité du trafic qu'on traite. Donc à cela, il faudrait faire vraiment une analyse poussée pour voir, par rapport à tous les trafics qu'on traite au niveau de la sous-région, je me positionne par rapport à quoi? Et ça m'exige quel investissement? Pour quelle rentabilité? Je crois que c'est cette analyse pointue qui mérite d'être faite. Et puis, au-delà de ce qu'on a tendance à dire, parce que quand on parle du port, de l'économie maritime, on a tendance à rester à Cotonou, ce qui est très dangereux. Il faudrait penser, parce qu'un port n'est pas un lieu de stockage, ce n'est pas un magasin, mais c'est un lieu de passage, c'est dynamique comme il a dit. Il faudrait penser dans l'arrière-pays comment mobiliser des relais au port qui lui permettent de souffler et réellement d'atteindre sa mission. Et là, je voudrais parler des plateformes logistiques à l'intérieur du pays. Ce sont ces plateformes qui doivent relayer l'activité du port et lui permettre d'être suffisamment dynamique et de véhiculer le trafic comme le sang circule dans nos veines. Ça devrait être ça. Et pour le faire, on ne se lève pas du jour au lendemain parce qu'il y a de l'espace à tel endroit. On implante un parking et on dit désormais c'est port sec. Il y a toute une technologie qui doit suivre, il y a toute une analyse qui doit suivre l'implantation de ces terminaux intérieurs pour les rendre réellement rentables et compétitifs. Est-ce que le scientifique que vous êtes veut dire qu'il y en a de ces ports secs chez nous qui ne sont pas adaptés, c'est cela? C'est pas ce que je vais dire, mais je dis que tout cela doit suivre des étapes. D'accord. Et là, je reviens à un élément qui m'est très cher, le rail. Tant que nous n'allons pas ressusciter le rail, nous ne pourrons pas nourrir suffisamment le port de Cotonou. Parce qu'il y a des trafics qui ne peuvent pas, malheureusement, se faire par la route. Ouais. Si on veut faire du volume, on ne peut pas compter que sur la route. Donc, il y a toute une organisation qui doit suivre et le rail doit pouvoir porter le volume jusqu'à un certain niveau et donner maintenant la main à la route d'atteindre les points, les terminaisons, comme on le dit. Et donc, tant qu'on n'aurait pas fait une réflexion globale d'ensemble, on va toujours rester à Cotonou, par les ports, par les maritimes, mais on ne pourra pas bouger pour autant. On ne va pas plus loin. Monsieur Godonou, vous aviez une réaction avant que Dr Lioussou ait la parole. Je voulais abonder dans le même sens et faire observer que lorsqu'on regarde la façade atlantique et côté Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, vous allez voir que tous les ports qui sont sur cette façade-là font pratiquement les mêmes choses. C'est des ports polyvalents. C'est des ports qui font conteneurs, marchandises conventionnelles, rouliers, pétroliers, ainsi de suite. Et quand on entre dans ces ports, pratiquement, c'est les mêmes configurations, c'est les mêmes organisations du sol, et qui, à la limite, même se désorganisent. Il n'y a pas une organisation parfaite de l'espace, des espaces portuaires dans la sous-région. C'est déjà un problème, une faiblesse de nos ports. Nos ports ne se spécialisent pas, comme il a dit tout à l'heure. Parce qu'il faut voir, il faut véritablement observer ces faiblesses, les opportunités qu'on a et les avantages qu'on a, et se spécialiser et avoir véritablement les équipements, les compétences qu'il faut pour pouvoir capter les marchandises. Il a bien dit tout à l'heure, le port de Cotonou, jusqu'à un passé récent, on chantait partout le meilleur port de la sous-région. Même il y a 4 ou 5 ans, Cotonou a gagné un trophée à Washington. Bon, mais aujourd'hui, c'est dépassé. C'est dépassé parce que les autres ports ont continué à travailler et ils ont fait les mêmes choses que nous. Et ils nous ont dépassés sur ce plan-là. Quand ils parlent des rails, c'est une vérité. Les ports secs dont vous venez de parler, on n'a pas encore véritablement un port sec. On a des
enfin, des plateformes, mais sur le plan logistique, n'ont pas encore tout ce qu'il faut pour être efficient. On n'a pas encore de plateformes efficaces, efficientes dans leur opérationnalité. Donc c'est de ça il s'agit. Et je pense, si vous le permettez, parce que j'ai eu l'opportunité de suivre la présentation du plan directeur du port autonome de Cotonou le vendredi dernier. Et pour peu que je sache de ce projet qui est prévu sur 3 ans, et je prie vraiment pour que ça se réalise dans ce délai, vu tout ce qui se passe à droite et à gauche du port de Cotonou, puisque Lomé est déjà là, il y a l'Eki qui vient dans quelques années, il y a Abidjan qui voilà, donc quand je vois tout ça là, je prie pour qu'on aille vite. Parce que c'est un programme qui, pour moi, est vraiment ambitieux. C'est très innovant et ça pourra redonner au port de Cotonou la vigueur. Et pour que ça marche, il faut qu'on insiste sur le maillon terrestre. C'est très important. D'accord. Pour que ça marche, justement, il y a aujourd'hui, c'est vrai que vous avez commis cet ouvrage avec le professeur émérite Benjamin Steck, Moderniser les ports ouest-africains, enjeux et perspectives. Il dit, pour que ça marche, par où est-ce que véritablement on commence, selon vous? Par où on doit commencer pour redonner au port de Cotonou cette lettre de noblesse? Merci, Serge. Par où on doit commencer? Je pense qu'on doit commencer d'abord par la vision du gouvernement du Bénin. Quelle est sa vision pour le port de Cotonou? Moderniser le port autonome de Cotonou. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On ne modernise pas pour moderniser. Nous voulons atteindre quel niveau, dans quel délai? Il y a l'expérience du port d'Anvers, par exemple, qui est mise à contribution. Ouais, je vous remercie de citer Anvers, mais Anvers, c'est Anvers. Et Anvers, c'est dans son environnement, qui n'est pas l'environnement ouest-africain. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. Vous savez que le premier port français, c'est le port d'Anvers. Oui. Parce que le gros du trafic français... C'est ça justement qu'on a du mal à comprendre. Ouais, le gros du trafic français passe par le port d'Anvers. C'est des réalités qu'on ne comprend pas. Ben, ils sont dans le monde parce qu'ils sont d'abord dans un environnement harmonisé. Il n'y a pas de frontières. Donc, ça circule comme si on était dans le même espace. D'accord. Et donc... Est-ce que chez nous, ça n'est pas la même chose? On prône l'intégration régionale, mais malheureusement, il y a toujours des barrières. Il y a toujours des barrières et dans nos travaux de recherche, on le révèle suffisamment. Les dysfonctionnements